Bonjour à tous, bienvenue dans ce 32e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente désormais chaque trimestre l'évolution de mon portefeuille PEA. Comme on peut le voir, mon portefeuille PEA est désormais valorisé à hauteur de 29 532 € et je continue à verser 585 € par mois sur le PEA. Bien entendu, si vous aimez cette série, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours bon pour ma motivation. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces petits rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors avant de passer à la présentation détaillée du portefeuille PEA et à la présentation de deux actions que je viens d'entrer en portefeuille, j'aimerais rapidement revenir sur l'historique des événements qui m'ont amené à augmenter le niveau de mes liquidités en portefeuille, liquidités qui me permettent aujourd'hui d'entrer en portefeuille des valeurs qualitatives à prix raisonnable. Fin 2021, comme on peut le voir à l'image, j'anticipais un retour de la volatilité et j'avais donc fait passer mon niveau de liquidité à 10%, puis à 20% au cours des mois suivants. Les marchés étaient alors euphoriques et la Fed avait annoncé la fin de la partie avec un relèvement imminent des taux d'intérêt. En avril 2022, je présentais un potentiel bear market rally, augmentant au passage mon niveau de liquidité. Bear market rally qui avait été confirmé le mois suivant avec la mise en place d'un fort marché directionnel baissier. C'est ce qu'on peut voir une fois de plus à l'écran. Depuis, le CAC 40 a perdu environ 25% de sa valeur et de nombreuses actions qualitatives apparaissent beaucoup mieux valorisées aujourd'hui, ce qui m'incite de mon côté à redéployer une grande partie de mes liquidités sur ces niveaux. Alors ça ne veut pas dire que les marchés ne puissent pas perdre 15-20% supplémentaires, ça veut simplement dire que lorsque l'on est un investisseur à long terme, on peut commencer à trouver des actions correctement valorisées aujourd'hui, quitte à renforcer ces lignes en cas de baisse supplémentaire. Et donc ce rapide flashback nous permet de voir pourquoi j'ai augmenté mon niveau de liquidité au début de l'année 2022 et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment j'ai redéployé ces liquidités au cours des 3 derniers mois, notamment au cours du mois de juin et au cours du mois d'août 2022. Donc on peut passer à la présentation du portefeuille PEA. On peut voir que le niveau de liquidité en portefeuille a fortement diminué au cours des 3 derniers mois puisque les liquidités représentent désormais 10,1% du portefeuille. Alors on note par ailleurs que Prosus représente toujours une part importante de ce portefeuille PEA puisque Prosus représente 23,1% du portefeuille. Et puis on voit à gauche que j'ai également procédé au renforcement des lignes Kering, Zalando et HelloFresh. On peut le voir ici en noir, en tout cas dans l'encadré noir qui est ici. Et puis on peut voir que j'ai construit 5 nouvelles lignes, à savoir Adidas, Evolution AB, Nemetschek, Sofina et Eurofin Scientifique. Donc je me retrouve avec le portefeuille suivant. On peut noter que ce portefeuille est de plus en plus diversifié. J'avais expliqué que la diversification du portefeuille viendrait au fil du temps et au fil des opportunités. C'est ce qu'on peut voir ici au moment où je tourne cette vidéo. Donc début septembre 2022, on peut voir que le portefeuille PEA est constitué à 10% environ de liquidité. On peut voir que Prosus représente 23,1% du portefeuille. On peut voir que Renault représente 4% du portefeuille, Total Energy représente 4,1% du portefeuille et Danone représente 3,2% du portefeuille. On note par ailleurs que Telsat Communications représente toujours environ 4% du portefeuille, alors j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que lorsque Eutelsat Communications a annoncé la fin de son dividende, le rachat de OneWeb, j'ai laissé l'action tomber sur des niveaux qui me paraissaient pertinents pour re-rentrer dessus. J'ai doublé ma position et j'ai coupé ma position en deux lorsque le cours de Telsat est revenu au PRU, ce qui me permet de faire passer mon PRU de 10,88 € à 9,21 €. C'est ce qu'on verra dans la suite de la vidéo.
Donc je conserve Telsat Communications, j'ai effectué un travail de position qui me permet de fortement diminuer le PRU et surtout de garder une position qui n'est pas trop importante en PEA puisqu'elle n'est que de 4% à ce jour. Alors dans ce portefeuille, on va retrouver d'autres actions. On va retrouver notamment Ontex qui représente 4% du portefeuille. On va retrouver AB InBev qui représente 3,3% du portefeuille. Nacon qui représente 2% du portefeuille. Ou encore Delivery Hero qui représente 1% du portefeuille. C'est ici une petite ligne. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une entreprise plutôt spéculative, en tout cas d'une action plutôt spéculative à ce stade. On va retrouver également les actions HelloFresh qui représentent 6% du portefeuille désormais, Zalando qui représente 4,9% du portefeuille désormais et puis Kering qui représente 3,3% du portefeuille. Alors au-delà de Kering, au niveau du secteur du luxe, on va retrouver également Moncler qui représente 4% du portefeuille et puis Hermès qui représente 4,4% du portefeuille. Et puis, parmi les nouvelles lignes de ce portefeuille, on va retrouver Adidas, donc une entreprise un peu plus cyclique qui a fortement chuté depuis ses plus hauts. Adidas représente désormais 5,6% du portefeuille. On va retrouver également Evolution AB ou Evolution AB, une entreprise suédoise qui représente 1,8% du portefeuille. On va retrouver également Nemetschek, donc une entreprise qui fabrique des logiciels destinés à la construction immobilière notamment. Et puis on va retrouver Sofina, donc un holding belge, une société d'investissement belge qui représente désormais 5,9% du portefeuille et qui investit à 50% dans des fonds de private equity. Et puis on va retrouver Eurofins Scientifique qui représente aujourd'hui 1,1% du portefeuille. Donc dans ce portefeuille, on va retrouver deux holdings, Prosus qui représente 23% du portefeuille et puis Sofina qui représente 5,9% du portefeuille. Les deux titres me semblent très décotés à ce stade. On va également retrouver trois valeurs du luxe, à savoir Kering, Moncler et Hermès, trois valeurs ultra qualitatives. Et puis on va retrouver des valeurs un peu plus défensives comme AB InBev d'un côté ou Danone de l'autre. On retrouve également des turnarounds, donc Renault qui représente 4% du portefeuille et Ontex qui représente également 4% du portefeuille. On retrouve enfin une valeur du secteur de l'énergie qui a plutôt bien performé ces derniers temps, à savoir Total Energy qui représente un peu plus de 4% du portefeuille. Au final, comme je le disais, le portefeuille est de plus en plus diversifié avec de plus en plus de valeurs qualitatives. Alors pour ne citer que les valeurs qualitatives, on va retrouver Prosus ici. On va retrouver également, si je remonte ici, des valeurs comme Kering, Moncler, Hermès et puis désormais Adidas, Nemetschek, Sofina et Eurofins Scientifique. Alors Eurofins Scientifique a connu une très forte chute de son cours de bourse puisque le cours a décroché de plus de 50%. Il me semble que ces niveaux de prix commencent à devenir intéressants dans une perspective de long terme. Bien entendu, Eurofins ne représente que 1% du portefeuille aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à renforcer cette position si le titre venait à décrocher davantage. Alors mon objectif dans les mois qui viennent sera de continuer à investir majoritairement dans des actions qualitatives, à renforcer certaines positions, notamment les valeurs du luxe si celles-ci viennent à corriger plus fortement. Il est bon de noter, il me semble, que ce bear market est en cours depuis 9 mois environ et qu'on se rapproche petit à petit de la fin de ce bear market qui pourrait durer 2 à 3 ans maximum. C'est généralement la durée maximale d'un bear market en Europe. Et donc plus le temps passe, plus on se rapproche possiblement d'un prochain bull market. Et donc il est bon, à mon avis, de commencer sur ces niveaux de cours à rentrer des positions en portefeuille, si possible des positions qualitatives. Donc comme vous le voyez, et malgré la chute des marchés boursiers au cours des derniers mois, je suis plutôt optimiste pour la suite, même si rien ne dit que les marchés ne puissent pas encore chuter de 15 ou 20% supplémentaires. Encore une fois, c'est souvent une question de perspective en bourse. De mon côté, mon horizon d'investissement est le très long terme, au-delà de 25 ans. Alors comme d'habitude, je vous ai mis ici une copie d'écran de la présentation faite par mon courtier, donc Bourse Direct. Donc vous avez ici mon portefeuille PEA en date du 4 octobre 2022
Il me semble que j'ai dit septembre 2022 avant dans la vidéo, mais c'est bien le 4 octobre 2022. Et donc, comme d'habitude, j'ai classé mes différentes lignes par valorisation ou par pourcentage, donc poids au sein du portefeuille. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que Prosus est toujours la première ligne de mon portefeuille et de très loin, puisqu'elle représente environ 24% d'après Bourse Direct. On a vu que c'était plutôt 23% sur base du diagramme que j'ai présenté juste avant. Ça dépend bien entendu du moment où je fais le screenshot, la copie d'écran. On peut voir ensuite que j'ai pas mal de lignes comprises entre 6% et 3%, puisque toutes les lignes ici se tiennent avec 6,3% du portefeuille pour HelloFresh et puis 3,3% du portefeuille pour Danone ici. On peut voir par ailleurs que les lignes Nacon, Evolution AB, Eurofins Scientifique, Delivery Hero et Inat Pharma sont beaucoup plus petites et donc ce sont des lignes qui pèsent moins dans ce portefeuille, des lignes qui sont potentiellement un peu plus spéculatives. Alors j'ai mis les lignes plus spéculatives ici en orange, on retrouve Inat Pharma qui est une toute petite ligne dans ce portefeuille. On retrouve Delivery Hero et puis Zalando que j'ai fortement augmenté au cours des 3 derniers mois et qui est une ligne un peu plus spéculative mais sur lequel j'ai plutôt envie d'être exposé aujourd'hui. Donc on a une très forte exposition à Prosus, c'est ce qu'on voit ici, des lignes ensuite relativement bien équilibrées ici avec une allocation vers le secteur du luxe qui représente environ 12-13% et puis des lignes un peu plus petites ici, des lignes qui ne pèsent pas grand chose, en tout cas qui n'ont pas beaucoup de poids dans ce portefeuille. On peut voir enfin ici que j'ai environ 3 000 € de liquidité au moment où je tourne cette vidéo et donc que je continuerai à procéder à des apports réguliers bien entendu et surtout que je vais continuer à déployer ces liquidités dans les mois qui viennent. Au niveau des faits marquants du troisième trimestre 2022, on peut voir que le rendement trimestriel du portefeuille est de moins 4,8%, donc un portefeuille qui a souffert au cours du trimestre mais qui ne s'est pas écrasé pour autant. On peut voir par ailleurs que de nouveaux plus bas ont été faits sur les indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et donc il est plutôt normal que le portefeuille PEA ait décliné également au cours de ce trimestre. Au niveau des prises de position au troisième trimestre 2022, on peut voir que j'ai procédé à des achats sur Adidas, donc entreprise allemande, sur Sofina, holding belge et sur Nemetschek, entreprise allemande également. Et puis j'ai procédé à des achats sur Evolution AB, entreprise suédoise, et sur Eurofins Scientifique, entreprise française. J'ai également renforcé 3 lignes, Kering, entreprise française, mais également HelloFresh et Zalando, 2 entreprises allemandes, en gardant à l'esprit que le marché allemand est en grande souffrance actuellement puisque délaissé par de nombreux investisseurs qui fuient le marché allemand. Enfin, dernier point, j'ai travaillé ma position Eutelsat en laissant tomber le cours lors de l'annonce de la coupe du dividende de Telsat et du rachat de OneWeb. Et puis, j'avais déterminé un prix auquel il pouvait être intéressant de re-rentrer. Et donc, je suis re-rentré, j'ai doublé ma ligne et j'ai vendu la moitié de ma ligne lorsque les cours sont revenus à proximité de mon PRU. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma ligne Eutelsat ne représente que 4% du portefeuille avec un PRU qui est passé de 10,88 € à 9,21 € et je suis très satisfait bien entendu de ce travail de position. Et donc j'imagine que dans les commentaires on me demandera si j'ai envie de garder Eutelsat aujourd'hui. Ma réponse est oui, je vais essayer de conserver Eutelsat dans une optique de long terme en partant du principe que Telsat est passé d'un slow grower à un hyper fast grower, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de risques. C'est une entreprise beaucoup plus risquée aujourd'hui, mais avec un potentiel de croissance beaucoup plus important si le rachat de OneWeb, en tout cas si la fusion avec OneWeb, se passe correctement. Bien entendu, comme toujours, il faudra suivre l'évolution de ce dossier au cours du temps. Donc ce que je vais faire très rapidement ici, c'est que je vais revenir sur chacune de mes prises de position en détail. On peut voir que j'ai augmenté ma ligne HelloFresh de 62 actions, que j'ai augmenté, donc construit une nouvelle ligne Sofina sur base de 9 actions. J'ai construit une ligne Adidas avec 13 actions pour le moment. J'ai renforcé ma position Zalando, ma ligne Zalando de 49 actions. J'ai construit une nouvelle ligne Nemetschek sur base de 24 actions.
J'ai également retravaillé ma position Eutelsat. Alors on voit qu'on a un delta positif de 20 actions. C'est tout simplement que j'ai doublé ma position et puis ensuite quand j'ai coupé, j'ai réduit ma position d'un peu moins de 50%, ce qui veut dire que j'ai 20 actions supplémentaires aujourd'hui. Mais au final, le poids au niveau du portefeuille n'a pas beaucoup changé. On voit par ailleurs que j'ai augmenté ma ligne Kering de une action et puis j'ai construit une position sur Evolution AB ou Evolution AB, l'entreprise suédoise spécialisée dans les casinos en ligne. Et donc j'ai une ligne ici composée de 6 actions pour le moment. Enfin, j'ai commencé à construire une ligne sur Eurofins Scientifique avec 5 actions. Donc c'est une petite ligne aujourd'hui. Bien entendu, je n'hésiterai pas à renforcer cette position, cette ligne, si jamais les cours d'Eurofins venaient à continuer de baisser. Je considère en effet de mon côté que les niveaux de valorisation sur ces différentes actions commencent à être intéressants et donc j'ai envie d'être investi sur ces actions à ce stade. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois, aujourd'hui c'est différent. Les ratios de valorisation se sont contractés, les multiples se sont contractés et donc j'ai envie de commencer à entrer ces titres en portefeuille. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir sur 2 titres que j'ai entrés en portefeuille au cours des 3 derniers mois, à savoir Nemetschek et Evolution AB ou Evolution AB. Alors pourquoi Nemetschek? Nemetschek est une entreprise qui produit des logiciels de construction, notamment pour le secteur immobilier. Donc pourquoi Nemetschek? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une valeur ultra qualitative, ayant un faible endettement, des rendements sur capitaux élevés et une croissance durable et consistante. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est une entreprise qui possède également un pricing power important, ça se voit au niveau de la marge brute qui est d'environ 60% de mémoire, avec une augmentation des prix qui est supérieure à l'inflation en moyenne. C'est également une valeur dont le potentiel de croissance est important puisque 7% du secteur du bâtiment est digitalisé à ce stade, ce qui veut dire que c'est un secteur peu digitalisé dans lequel on pourrait avoir un taux de pénétration très important des logiciels, notamment des logiciels de Nemetschek. Et puis j'ai commencé à construire ma ligne après une correction de 50% du cours de bourse. On a ici le all-time high, donc la valeur la plus haute atteinte par le titre, par l'action, 116,15 €, à comparer à une ligne dont le coût est aujourd'hui inférieur à 58 €. Alors comme d'habitude, on va regarder quelques données sur Nemetschek SE, donc cette entreprise allemande. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la dette sur equity, donc la dette sur capitaux propres, est très faible. Elle n'est que de 33%. Bien entendu, il serait encore mieux de retrancher le cash. Le logiciel ici, Guru Focus, ne le fait pas, mais on peut le faire manuellement. C'est une entreprise qui est très peu endettée. On peut le voir également ici au niveau du ratio dette sur EBITDA qui n'est que de 0,76, donc largement inférieur à 3. Donc ça c'est très bien. Et puis on peut voir ici que l'interest coverage est largement supérieur à 10 puisqu'il est de 78. Donc c'est une entreprise qui est très peu endettée et qui n'a aucun problème lié à l'endettement. C'est toujours intéressant lorsque les taux d'intérêt augmentent. Au niveau des F-score, Z-score et M-score, on voit que tout va bien ici. Et puis au niveau des marges, on peut voir que la marge brute de Nemetschek est de près de 60% ici, donc très belle marge brute. On peut voir que la marge nette de Nemetschek est de 21%. Donc là encore, une très belle marge nette qui nous indique que Nemetschek est une entreprise ultra qualitative ayant un avantage compétitif durable. Alors bien entendu, comme je le dis souvent dans mes vidéos, il est important de regarder l'évolution de ces données sur 5 ans. Là, je donne juste une vue très rapide pour avoir un premier aperçu de ce qu'est cette valeur. Bien entendu, je vous recommande d'aller jeter un œil aux données sur 5 ans, c'est toujours plus pertinent. Au niveau des rendements sur capitaux, on peut voir que le ROE, donc le Return on Equity, le rendement sur capitaux propres est de 30,78%, donc près de 31%, c'est magnifique. Et puis on peut voir que le ROIC est de 14%, donc un ROIC largement supérieur à 8-10%, qui nous indique que l'entreprise Nemetschek crée de la valeur pour ses actionnaires. Enfin, on peut voir ici que l'entreprise a été rentable au cours des 10 dernières années, ce qui est plutôt un indicateur de qualité. Au niveau des ratios de valorisation, je vous en ai mis 2 ici. On a le PER qui est de 35. Alors, il est important de prendre en compte le fait que Nemetschek évolue au sein d'un secteur, du secteur des logiciels, et que les PER dans ce secteur sont généralement compris entre 30 et 60.
D'accord, donc un PER de 35 dans le secteur des logiciels est un PER qui est plutôt correct au regard des PER du secteur. Au niveau du PEG ratio, on voit que celui-ci est de 1,73 et donc on a un potentiel de correction encore important sur Nemetschek. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas oublier que Nemetschek évolue dans le secteur des logiciels, ce qui veut dire que les PEG ratios sont souvent plus élevés dans ce secteur. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, donc revenue en anglais, et du résultat net, net income en anglais, on voit que ceux-ci sont croissants et exponentiels au cours du temps, ce qui nous indique là encore qu'il s'agit d'une entreprise ultra qualitative. Alors comme d'habitude, je vous ai mis ici l'évolution du delta entre le ROIC et le WACC. Le ROIC, c'est le rendement sur capitaux investis, et le WACC, c'est le coût moyen pondéré du capital, c'est-à-dire le coût auquel l'entreprise emprunte. Et je vous rappelle que le delta entre les deux nous permet de voir la création de valeur pour l'actionnaire. On voit ici que le delta est d'environ 6-7%, ce qui veut dire que l'entreprise génère une création de valeur d'environ 7% pour l'actionnaire chaque année en moyenne, pour faire simple. Alors bien entendu, il est toujours important de comparer ce delta ROIC-WACC avec l'augmentation ou non du nombre d'actions en circulation. On peut voir ici que le nombre d'actions en circulation de Nemetschek est stable au cours du temps et même légèrement décroissant ici, ce qui veut dire que l'actionnaire n'est pas dilué et donc ce qui est plutôt une bonne chose pour l'actionnaire à long terme. Donc d'un côté, on a création de valeur ici et puis on n'a pas dilution de l'actionnaire ici. Donc ça veut dire création nette pour l'actionnaire au final. Au niveau graphique, on peut voir que l'action Nemetschek est revenue sur les niveaux de 2018 puisque celle-ci a perdu plus de 50% depuis ses derniers plus hauts de 2021. Donc un très beau repli de l'action Nemetschek qui est une action qualitative et donc il me semble de mon côté que ce repli commence à devenir intéressant, ce qui ne veut pas dire bien entendu que Nemetschek ne peut pas se replier davantage. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à une deuxième action, à savoir Evolution AB ou Evolution AB, entreprise suédoise de casinos en ligne. Donc l'entreprise ouvre de nouveaux casinos en ligne, les met sous licence et comme vous allez le voir, c'est une entreprise qui crée beaucoup de valeur pour l'actionnaire. Maintenant, le problème ici, je l'ai mis en rouge, c'est qu'il existe potentiellement un risque réglementaire, c'est-à-dire qu'à un moment, Evolution AB pourrait être confronté à des mesures réglementaires qui l'empêcheraient par exemple de garder certains casinos ouverts, par exemple. Alors pourquoi Evolution AB? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une valeur qualitative. Alors je n'ai pas mis ultra qualitatif, pourquoi? Parce qu'il existe justement ce risque réglementaire. C'est une valeur ayant un faible endettement, des rendements sur capitaux élevés et une croissance durable et consistante au cours du temps. Ça, ce sont les trois critères qui permettent d'identifier très rapidement une valeur qualitative ou ultra qualitative. C'est une entreprise qui possède un pricing power important avec une marge brute d'environ 60% et même supérieure à 60% de mémoire, ce qui lui permet bien entendu d'augmenter ses prix au-delà de l'inflation, ce qui est toujours bon bien entendu pour l'actionnaire. C'est également une entreprise dont le potentiel de croissance est important avec un potentiel d'expansion à travers le monde, à l'international, relativement important puisque l'entreprise est leader dans son domaine. Et puis, dernier point important, j'ai commencé à construire ma ligne après une correction de 48%. Donc là encore, on n'est pas très loin du seuil de 50% de correction. C'est toujours intéressant sur les valeurs ultra qualitatives ou qualitatives, avec un point haut pour Evolution AB situé à 167,76 € contre un premier palier inférieur à 86 €. Donc ça permet bien entendu d'avoir une marge de sécurité relativement importante par rapport au plus haut historique. Alors bien entendu, Evolution AB faisant preuve d'un risque réglementaire, c'est une petite ligne dans mon portefeuille à ce stade. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ce genre de risque, on peut avoir de très beaux rendements pendant plusieurs années et puis à un moment, voir l'action fortement corriger, voire complètement s'effondrer si jamais le risque réglementaire voit le jour. Et donc de mon côté, c'est une ligne que j'aimerais éventuellement continuer à faire croître. Pour autant, c'est une ligne qui ne représentera jamais plus de 3 ou 4% du portefeuille. Alors, au niveau de l'endettement, on peut voir que la dette sur equity, donc la dette sur capitaux propres, n'est que de 2%, c'est extrêmement faible. Et puis, bien entendu, il faudrait retrancher le cash, c'est-à-dire la trésorerie. Donc, c'est une entreprise qui n'a quasiment pas de dette.
On peut voir également que la dette sur EBITDA est de 0,08, ça veut dire un ratio largement inférieur à 3, ce qui est magnifique, et puis un interest coverage de 314, donc là encore largement supérieur à 10, donc là on a clairement une valeur ultra qualitative, en tout cas au niveau des ratios d'endettement. Bien entendu, on gardera à l'esprit ce risque réglementaire qui existe sur l'entreprise. Au niveau des F-score, Z-score, M-score, aucun problème, on n'a pas le M-score ici, mais ce n'est pas très important. Les F-score et les Z-score sont très bons à ce stade. Au niveau des marges, alors on peut voir que la marge d'exploitation est supérieure à 60%, ce qui veut dire que la marge brute est bien supérieure à 60%, ce qui veut dire que l'entreprise a du pricing power. Et surtout, au niveau de la marge nette, on va retrouver une marge nette de 58%. Ça correspond, pour faire simple, à une marge nette que l'on retrouverait chez des entreprises comme Mastercard ou Visa, des entreprises qui ont des marges nettes exceptionnelles, et donc Evolution AB a également une marge nette exceptionnelle. Pour faire simple, ça veut dire que pour 1 euro investi, l'entreprise récupère 58 centimes d'euros de bénéfices. C'est tout simplement phénoménal. Alors bien entendu, ceci au détriment d'un risque réglementaire. J'arrête pas de le souligner, mais c'est quand même important d'en parler, il me semble. Au niveau des rendements sur capitaux, on peut voir que le ROE, donc rendement sur equity ou rendement sur capitaux propres, est de 23%, c'est magnifique. Et le ROIC est lui de 22%, donc un ROIC largement supérieur à 8-10%, qui est le seuil que j'utilise à la grosse louche pour identifier des entreprises qui génèrent de la valeur, qui créent de la valeur pour les actionnaires. Enfin, comme toujours pour les entreprises ultra qualitatives, on peut voir que l'entreprise est rentable, ou en tout cas a été rentable chaque année au cours des 10 dernières années, ce qui est bien entendu magnifique. Alors au niveau de la valorisation, on peut voir que le PER est de 26, qui est un PER relativement correct pour ce genre d'entreprise. Surtout, on peut voir que le forward PE, donc le PER futur, n'est que de 17. Ça veut dire un PER, ou en tout cas une entreprise faiblement valorisée au niveau du PER. Cela s'explique à mon avis, encore une fois, parce qu'il existe un risque réglementaire. On voit par ailleurs que le PEG ratio est de 0,38, donc largement inférieur à 1, ce qui indique également qu'il existe un risque relativement important, en tout cas que le marché estime qu'il existe un risque relativement important au niveau d'Evolution AB, et c'est pour ça qu'on a ce faible PEG ratio à mon avis. Alors au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net, donc revenue en anglais et net income en anglais, on peut voir que ceux-ci sont croissants et consistants au cours du temps et qu'ils sont même exponentiels au cours du temps. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que l'entreprise, là encore, apparaît comme étant une entreprise qualitative. Alors au niveau du delta ROIC-WACC, donc encore une fois, la différence entre le rendement sur capitaux investis d'un côté et le coût moyen pondéré des capitaux, c'est-à-dire le coût auquel l'entreprise s'endette pour investir, on voit que ce delta est de 20%, ce qui veut dire que l'entreprise crée beaucoup de valeur pour l'actionnaire chaque année, environ 20%. Ça, c'est un premier point intéressant. Ce qu'on note cependant, c'est qu'on a une augmentation du nombre d'actions en circulation depuis 2 ans. Donc ça, c'est moins bon. Il faudra suivre si les actions en circulation continuent d'augmenter chez Evolution AB ou si elles diminuent via des rachats d'actions. Ça, bien entendu, je vous laisse regarder tout ça de votre côté. Au niveau graphique, alors je vous ai mis un graphique en vue logarithmique, c'est toujours intéressant pour des valeurs ultra qualitatives ou qualitatives. Pourquoi? Parce que ces valeurs ont tendance à évoluer le long d'une pente de 45 degrés au cours du temps, généralement sur plusieurs décennies. Donc vous avez ici la pente de 45 degrés et on voit l'évolution de cette action, donc Evolution AB ou Evolution AB entre 2015 et 2022. Alors on peut noter 2 choses par rapport à ce graphique. Premièrement, c'est que l'action est passée de 21 couronnes suédoises à 924 couronnes suédoises au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire une multiplication par 44 du cours de bourse, ce qui est absolument phénoménal. Ça, c'est le premier point. Donc on a peut-être affaire à un 100 bagger ici ou plus, ce qui veut dire que l'action pourrait se reprendre pour monter plus haut éventuellement. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, c'est que cette action est montée tellement vite qu'elle a besoin de consolider et donc on a une latéralisation de l'action depuis 2020 et que cette action pourrait latéraliser jusqu'en 2023 par exemple ou baisser éventuellement à proximité voire légèrement en dessous de sa tendance de long terme qui est représentée ici par ces 2 supports obliques haussiers en bleu.
Donc de mon côté, ce que j'aimerais faire, c'est éventuellement renforcer ma ligne Evolution AB à proximité de ces supports obliques haussiers en bleu, donc entre, pour faire simple, 500 et 700 couronnes suédoises, ou bien attendre que la latéralisation se termine et que l'action reparte de plus belle ensuite, probablement en 2023. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la Team EIP. La Team EIP, c'est quoi? C'est l'accès à un Discord privé, Discord sur lequel j'interviens régulièrement. Et puis c'est 2 réunions par mois sur le Discord, donc en vocal. Et puis également la publication de 2 analyses d'entreprise tous les mois de mon côté. Donc je produis une analyse d'une vingtaine de pages sur une entreprise 2 fois par mois. Et donc vous avez accès à ces analyses en plus d'avoir accès à mes portefeuilles en direct et bien entendu à mes commentaires en direct. Donc si cela vous intéresse, vous trouverez un lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Enfin, au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, vous savez que j'investis selon l'approche de Peter Lynch qui répartit les actions en 6 catégories. Je répartis de mon côté les actions en 7 catégories désormais. Donc les 6 catégories de Peter Lynch, Fast Growers, Cyclicals, Turnarounds, Asset Plays, Stalwarts et Slow Growers. Et une 7e catégorie que j'ai baptisée Hyper Fast Growers et qui correspond à des entreprises beaucoup plus spéculatives. Donc pour le moment, mon portefeuille est composé à 47% de Fast Growers, à 20,8% de Stalwarts, et puis on va retrouver également 4% de Cyclicals environ, 8% de Turnarounds, 4% de Slow Growers et 6,2% d'Hyper Fast Growers. Donc on est un petit peu au-delà de ce que faisait Peter Lynch puisqu'il avait environ 40% de son portefeuille en Fast Growers et 10-20% en Stalwarts. De mon côté, j'aimerais à terme avoir 70% de mon portefeuille en Fast Growers et Stalwarts, c'est-à-dire 40-50% en Fast Growers et 20-30% en Stalwarts, afin d'avoir des entreprises essentiellement qualitatives en portefeuille, ce qui me laisse quand même 30% pour pouvoir jouer avec les cyclicals, les turnarounds, les slow growers, etc. Donc ça c'était pour l'allocation à la Peter Lynch et comme d'habitude je vais terminer cette vidéo avec une question et ma question est la suivante. Après ce repli de 25%, êtes-vous plutôt acheteur, vendeur ou neutre? Et donc bien entendu n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, c'est toujours intéressant pour la communauté pour savoir si sur ces niveaux de prix vous êtes plutôt acheteur, vendeur ou neutre, c'est-à-dire si vous êtes en train ou non de déployer vos liquidités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un grand plaisir pour moi de réaliser ces vidéos et de partager ce que je fais sur mes portefeuilles. Bien entendu, n'hésitez pas à partager vos impressions sous la vidéo, vos commentaires. C'est toujours, encore une fois, intéressant pour la communauté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.